Alors j'ai longuement hésité sur la question de savoir si je devais faire une critique sur Running Man ou Insaisissable 3. Puis j'ai commencé à regarder Insaisissable. Après 10 minutes, j'ai dit « Ah en fait non ». Puis j'ai commencé à regarder Running Man 2 et je me suis dit que je survivrais au visionnage uniquement en le regardant en x2. En même temps, vous pouvez aisément imaginer ma difficulté à me remettre à manger du fast-food cinématographique après le Frankenstein de Guillermo del Toro. D'autant que, pour mon plus grand bonheur, ce deuxième Running Man dure 30 minutes de plus que le premier. Mais enfin, me faut tenter de faire grossir la chaîne, alors passons donc aux commentaires de ce film, ô combien mémorable, qui assez ironiquement a une gestion du scénario aussi dissolue que l'introduction que je viens de vous concocter. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, sachez qu'après son visionnage, vous vous tournerez et retournerez dans votre lit en vous posant cette question hautement philosophique et fondamentale. Je viens de voir une comédie ou un film d'action ? Et vous trancherez dans un sens ou dans l'autre avec une grande sagesse en vous disant que c'est un critère assez fiable pour déterminer que vous venez de voir un mauvais film. Sauf que ce n'est pas tout. L'acteur principal se trouve aussi dans ce paradoxe, où il n'est ni vraiment drôle dans sa façon d'agir, de se comporter, ni charismatique, ni doté du physique imposant que pouvait avoir Schwarzy. Le tout faisant de lui un mauvais choix, autant pour une comédie que pour un film d'action. Mais bon, en soi, ce n'est pas sa faute, c'était à ceux qui ont fait le film de choisir quelqu'un de mieux taillé pour ce rôle. Il faut quand même souligner que l'acteur principal a une longue liste de rôles nanardesques dans sa filmographie. D'ailleurs, un indice assez flagrant, c'est son rôle dans Top Gun Maverick 2, qui, je suis désolé de le dire, mais mérite d'être rangé dans cette boîte. Car si le film est divertissant, ça reste une synthèse du tropisme typique du cinéma américain d'action, avec ses héros exagérément caricaturaux. Toutefois, il faut revenir au défaut majeur du film, sa volonté d'adapter le livre de Stephen King dans le détail, écrivain qui en passant n'a rien d'incroyable. Or, pour vous convaincre de la bêtise de la démarche, je vais comparer les grandes lignes du premier film avec le second. Dans le Running Man de Schwarzy, les États-Unis deviennent un état policier totalitaire, et c'est dans ce cadre qu'existe une émission télévisée appelée Running Man, où des runners, essentiellement des prisonniers, sont pourchassés par des stalkers, chargés de les mettre à mort dans un terrain de jeu restreint et aménagé à cet effet. Le protagoniste, Ben Richards, joué par Schwarzy, est un ancien officier de police injustement accusé d'un massacre par ses anciens collègues de travail qui s'avèrent être les véritables responsables, le tout lui valant le surnom de boucher de Bakersfield. En conséquence de quoi il se retrouve à devoir participer à la dite émission sanglante, se trouve être le premier à tuer les stalkers dans l'émission, rejoint la rébellion contre l'ordre établi, tue le méchant et emballe la donzelle. Fin. Alors que dans le deuxième film, si là encore les États-Unis sont un état policier totalitaire, que le protagoniste participe à la même émission et qu'il va également aider la résistance, il participe pour des raisons bien différentes, mais en plus le terrain de jeu se trouve être le pays entier dont la population agit ou en tout cas peut agir contre notre héros sans répercussion. Autre gros changement, c'est pour payer le traitement médical de sa fille gravement malade que notre héros participe à l'émission. Pourtant, les différences entre les deux films ne s'arrêtent pas là. Dans ce deuxième Running Man, le rythme est ralenti par de l'exposition d'informations plutôt inutiles, comme le fait qu'après 30 jours, les participants gagnent de plus en plus d'argent, ou son obligation de devoir envoyer des vidéos tous les jours pour prouver qu'il a survécu. C'est vraiment des ajouts de détails mineurs sans intérêt qui nous font perdre du temps pour rien. Vous avez également une partie du temps d'écran du film gaspillé à montrer comment l'état policier totalitaire assure sa pérennité par une propagande virtuelle, en utilisant par exemple des deepfakes.
Je pense que la plupart d'entre vous comprenez bien que le problème des choix scénaristiques de ce deuxième film, c'est que non content d'être ni une véritable comédie, ni un véritable film d'action sur la forme, sur le fond, le film hésite aussi entre scénario de film d'action efficace, mais simple, et film à intrigue politique élaborée, ce qui a pour conséquence très prévisible que le film échoue lamentablement à être bon dans son premier comme dans son deuxième objectif. C'est vraiment le cas d'école de pourquoi faire simple quand on peut faire bêtement et inutilement compliqué. En cela, Running Man 2, c'est une synthèse parfaite de l'hubris d'Hollywood qui se croit capable d'aborder une multitude de thèmes principaux dans un seul film au lieu de suivre l'exemple de leurs prédécesseurs qui eux avaient bien compris que multiplier les thèmes principaux au sein d'une même œuvre artistique avait pour conséquence de neutraliser l'intérêt de tous les thèmes abordés. En plus, ça a pour effet mécanique de rallonger la durée des films, ce dont je me passerai mais très volontiers. Évidemment, le film peine également à respecter la règle d'or du show don't tell, avec des personnages qui nous annoncent fréquemment et très directement ce qu'ils font, vont faire, pourquoi ils le font, au lieu de le montrer subtilement. Et ce n'est pas tout, autre point noir du film, on peine à savoir si le héros est réellement un père de famille, tragiquement brigadé dans le jeu Running Man, ou un révolutionnaire jusqu'au boutiste prêt à tout pour faire triompher sa cause. Bon, ça non plus, le film n'est pas capable de commencer en nous montrant son tiraillement entre ces deux aspects qui serait résolu par un choix. Non, ça, même ça, le film n'en est pas capable, et donc il nous dresse simplement le portrait d'un personnage qui est mentalement incohérent, puisqu'il ne finit jamais par vraiment choisir entre l'un ou l'autre. Petit point superficialité, l'actrice qui joue sa femme n'est pas désagréable à regarder. Oui, c'était très instructif comme remarque, je sais. Et donc pour conclure, j'ose vous inciter à prendre vos jambes à votre cou pour vous éloigner loin, très loin de ce film. Vous avez mieux à faire de votre temps que de le dépenser à le regarder. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.